Malgré les appels au calme de Madame Hadji, les enfants étaient particulièrement excités ce matin-là parce qu'un agronome était intervenu dans la classe et avait promis pour l'heure du déjeuner une dégustation de fruits et légumes de saison. En courant vers la cantine, Diego s'imaginait déjà que blettes, patates douces, choucales et canneberges, dont il entendait les noms pour la première fois, valaient 1000 fois un Happy Meal du McDonald's. Et dans sa bouche, cela signifiait beaucoup. À table, l'excitation tourna court. Loin de disparaître très vite des assiettes, les petits légumes à la vapeur y étaient comme collés. Mona comptait les bouchées et lorgnait la poubelle. Quant à Diego, s'il ne trouvait pas le menu formidable, son désir d'y croire était si intense, si joyeux, qu'il mâchait bruyamment et rendait un verdict sonore à chaque déglutition. Succulent. Cette manière exagérée de singer un fin gourmet exaspéra un des gamins présents. Le pauvre Diego, sans rien voir venir, se retrouva face à un garçon bien plus costaud qui lui ordonna méchamment de se taire et lui expédia un quartier de mandarine à la base du menton. Diego ne protesta pas. Accablé de grosses larmes retenues sous les paupières, il se contenta de finir son repas en silence avant de partir rêvasser dans la cour. Cette fois, il se l'était promis, rien n'empêcherait Henri d'appliquer son programme. Mais le Louvre avait eu l'excellente idée d'acheter récemment une petite huile de la trop méconnue Marguerite Gérard. Le plaisir d'aller contempler cette toute fraîche acquisition était donc dédoublé. Non seulement il initierait sa petite fille à sa prodigieuse complexité, mais de surcroît, il jouirait plus égoïstement du parfum de nouveauté qu'avait la toile à ses yeux. De profil, dans une ample robe à panier de satin blanc, une jeune femme aux cheveux bouclés et noués siégeait sur un petit tabouret. Elle était tournée vers la gauche de la composition, tandis que le mobilier qui, en le soutenant, boursouflait son habit, se situait dans l'angle inférieur droit du tableau. Un chien cavalier King Charles y reposait, calé en boule sur l'assise de velours bleu à laquelle pendaient des franges. Il se faisait agacer la queue par un chat souple qui avait surgi par en dessous en se faufilant parmi les traverses du siège. La protagoniste consultait une gravure encadrée de bonne taille. Vue de trois quarts, l'image mise en abîme figurait un couple s'élançant vers une coupe portée par des putis. Sur le verre qui protégeait l'estampe, on distinguait également le reflet des bras fermes de l'examinatrice, manifestement concentrée et autour de laquelle, par un saisissant contraste, gravitait le fouillis d'un atelier. À l'arrière-plan, trônaient quelques œuvres au mur, mais plongées dans une obscurité trop épaisse pour être illisible. De part et d'autre, la jeune femme apparaissait des meubles. Au plus près d'elle, dans la lumière, c'était un guéridon de style Louis XV couvert d'un brocart uni rouge au lit serré cousu d'or. Le tissu était froissé et ses plis étaient surmontés d'un discret collier de perles et surtout d'un duo de putis sculptés qui s'agrippaient l'un l'autre par l'épaule et se disputaient un cœur battant à leurs pieds. Eux-mêmes servaient à porter un chapeau à plumet beaucoup trop grand pour leur tête. Un peu plus en profondeur, sur le revêtement en marbre d'un secrétaire, se découpaient dans l'ombre deux figurines polychromes. Un pot débordant de quelques pétales orange dans une coupelle, un grand papier roulé sur lui-même. Ça et là, en étudiant les zones plus discrètes de l'œuvre, on voyait en outre un tabouret à vis, un carton à dessin, d'autres feuilles éparpillées. Cependant, le détail le plus frappant miroitait dans l'ombre inférieure gauche, de l'autre côté du conflit entre le chat et le félin, et comme un regard de cette scénette. Sur un tapis à motifs, une lourde sphère métallique réfléchissait la partie de l'atelier localisée dans le dos du spectateur. Certes, la boule était en partie oblitérée par une planche imprimée et les froncements de la carpette qui l'enveloppait imparfaitement, mais le reflet convexe renvoyait avec netteté l'image en miniature d'une artiste peintre à son chevalet, éclairée par le jour d'une fenêtre et entourée d'un chien accroupi, d'une autre femme assise et de deux hommes debout, dont l'un observait le travail de l'artiste peintre. En dépit de la prédominance de la figure centrale et du fascinant travail sur les reflets, Mona, durant les 15 à 20 minutes qu'elle passa devant l'œuvre, ne put détacher son attention du félin à la renverse. Mais, connaissant son grand-père, elle était suffisamment maligne pour comprendre ce qui avait motivé la leçon du jour et visa dans le mille pour ouvrir la conversation. Eh ben, Dadé, on pourrait vraiment croire que seuls les garçons ont le droit d'être artistes au Louvre. Il a fallu attendre 1787 pour que ce soit enfin une fille. Je vois que tu as lu le nom de l'autrice sur le cartel, chère Mona. Et tu as raison. Marguerite Gérard ouvre une brèche dans un monde écrasé par les hommes. D'autant qu'elle ne se contente pas d'exécuter,
en tant que femme, une extraordinaire œuvre d'art. Son travail valorise par son sujet les femmes en général. Mona ne put s'empêcher de se projeter dans cette peinture en méditant le titre, l'élève intéressante, et en constatant qu'elle-même, auprès de son grand-père, apprenait à juger, analyser les images, exactement comme semblait le faire la protagoniste en longue robe de satin. Elle est un peu habillée à la façon de l'épouse de Geck Borous la semaine dernière. Qui est-ce? Justement, Mona, l'identité précise du modèle n'est pas donnée. Certes, grâce à de minutieuses enquêtes historiques, on croit savoir aujourd'hui qu'il s'agit d'une certaine mademoiselle Chéreau, mais ce n'est pas cela qui compte. Marguerite Gérard ne signe pas un portrait à proprement parler. Comme Franz Hall avec sa bohémienne, elle réalise une scène de genre. Ah oui, je me rappelle. Ces tableaux qui parlent des moments de la vie de tous les jours. Et au cœur de cette scène, elle promeut les qualités d'une jeune fille qui pourrait être n'importe quelle jeune fille, en la montrant dotée de talents, d'expertise, capable d'estimer les qualités d'une œuvre d'art. Et moi-même, grâce à toi, j'en serai peut-être aussi capable un jour. Mais tu l'es déjà. Tu es un peu mon élève intéressante, mais je te défends de t'emparer de ce tableau comme elle manipule son estampe. Tu n'as pas l'intention de faire hurler les alarmes du Louvre toutes les semaines. Bref, puisque tu es experte, dis-moi donc ce que tu en penses. Je pense un peu à Werner, mais tu m'as dit qu'il avait été oublié très longtemps. Certes, il tomba dans l'oubli. Toutefois, au-delà du cas spécifique de Vermeer, l'art des Pays-Bas du siècle précédent était en effet très prisé dans les années 1780. Tu dis donc juste. En France, on avait notamment redécouvert les écoles du mort. Nul doute que Marguerite Girard s'en imprègne. Elle reprend à son compte les défis du style hollandais, en particulier l'accumulation des détails, des étoffes et la subtilité des phénomènes optiques. Mais c'est donc la toute première femme à devenir un artiste dans l'histoire, Dadé. Heureusement non. Reste que les restrictions culturelles s'avéraient si contraignantes qu'on en compta fort peu jusqu'au XIXe siècle. Et même jusqu'au bout du 20e, jusqu'au début du XXe siècle. Laisse-moi te donner quelques symboles de cette iniquité. Durant toute la Renaissance et l'âge classique, l'Église refusait le mélange des sexes et dans un même atelier. En présence d'apprentis ou de modèles masculins, les femmes ne pouvaient donc guère s'y former, sauf exception familiale. Comme par ailleurs, l'usage voulait qu'elles demeurent délicates, destinées à des travaux propres et sans danger. Elles ne pouvaient pas devenir sculptrices. Et quand elles accédaient à une certaine notoriété, les sujets les plus valorisés, comme les scènes militaires, leur étaient refusés, ce qui les cantonnait à l'anecdote et presque toujours à une pratique amateur. Tout cela découlait d'un préjugé prétendant que les femmes étaient le sexe faible. Faible en ce sens qu'il cédait facilement à ses passions. Faible en ce sens qu'il fallait écarter et protéger des grandes affaires du monde, telles que la guerre. Aussi les artistes parvenus à percer dans l'histoire comme Artemisia Genteschi en Italie au XVIe siècle ou Marie Mauser à Londres dans les années 1770 sont-elles à la fois des cas rares, des pionnières et des héroïnes. Alors tu dirais que Marguerite Duras est une héroïne? Eh bien, à sa manière, oui, car elle ne recule devant rien. Dit-on à l'époque que les femmes sont le sexe faible, soit. Elle n'a pas encore 26 ans, mais elle additionnera les tours de force. Regarde-la faire dans cette toile. D'abord, elle déploie autour du sujet principal l'examen avisé d'une gravure. Quantité de sujets annexes, l'interaction entre deux animaux qui folâtrent, les allusions à la tendresse et à l'amour, le dynamisme d'objets prétendument inertes, une séance de peinture au chevalet. Et malgré tous ces détails, l'œuvre se maintient en une parfaite unité grâce à la répartition très équilibrée des motifs et à la distribution des lumières. Ensuite, elle démultiplie les gammes de matières à représenter du pelage d'une broderie scintillante à la carnation d'une peau humaine en passant par le grain minéral d'une sculpture. Enfin, elle déforme les images mises en abîme dans l'œuvre. L'estampe est traitée en raccourci sous l'effet de la perspective et intègre le reflet de la manche plissée. Les motifs du tapis et de la feuille se froissent sous le globe métallique dont la convexité rapetisse et bombe les personnages hors champ. Ce n'est pas une main habile qui fait cela, c'est l'habilité faite main. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les sexes. Il y a quand même quelque chose qui me dérange dans tout ça, Dadé. Elle marqua un très long temps en se grattant la tête. Le tableau s'appelle L'élève intéressante. Mais cette fille dans cette grande robe, c'est l'élève ou la maîtresse? Mona touchait du doigt, par l'innocence toute simple de son interrogation, une énigme centrale du tableau. Henri savoura la question et recourut à son débit le plus lent pour déplier sa réponse. Jusqu'à présent, nous avons fait comme si, en effet, c'était la femme au centre, observant l'estampe qui était désignée par le titre. Sommes-nous bien d'accord? Oui.
Mais nous n'avons pas bien regardé. C'est-à-dire, Lulu, j'ai bien regardé, moi. Moi aussi, Mona. Et j'ai vu qu'il y avait bel et bien un professeur dans cette œuvre. Ah bon? Tu le vois où? Il s'appelle Jean-Honoré Fragonard et on le surnommait le divin Fragot. C'est un héritier de Watteau et l'un des plus grands artistes du XVIIIe siècle, représentant de la tendance libertine en peinture. Eh bien, Fragonard est là. Mais où donc? Note d'abord que l'estampe au centre de la composition est en fait une reproduction gravée d'un des plus beaux tableaux allégoriques de Fragot, un tableau de 1785 nommé La Fontaine de l'amour. Deux amants y courent, s'abreuvent de passion à une coupe tenue par des putis. Les putis de l'estampe sont indiscernables, mais ils sont pour ainsi dire dupliqués et mis en volume par le duo d'Angelo hissé sur le guéridon, les gens sinon ridiculisés par le trop grand chapeau qui les coiffe. Et puis Mona, nous n'avons toujours pas regardé de près l'infime reflet dans la boule métallique à gauche de l'œuvre. Il prit un montant. Observe bien, on y voit le reste de l'atelier. Et en plus d'un brave chien assis, se découpent les silhouettes de 4 personnages en train d'exécuter sa toile. C'est évidemment l'autrice elle-même, c'est-à-dire Marguerite Gérard. À côté d'elle s'est assise sa sœur, la miniaturiste Marianne Gérard, tandis que son frère Henri, très bon graveur, se tient debout à la droite du reflet. Enfin, dans le dos de l'artiste à son chevalet, il y a l'époux de Marianne, qui est aussi le beau-frère et le maître de Marguerite. C'est précisément Fragonard. Il est en train de veiller sur son élève. Comprends-tu ce que cela signifie? Que l'élève intéressante, c'est aussi celle qui peint le tableau et qu'on voit en tout petit dans le replay. Exactement, Mona. Nous avons résolu notre énigme. L'élève, c'est Marguerite Gérard, sous l'œil de son maître Fragonard, qui la juge intéressante. Et d'ailleurs, le professeur se montre si complice avec son extraordinaire disciple qu'il a pris les pinceaux pour peindre un motif de ce tableau. Cela explique que son nom soit mentionné sur le cartel aux côtés de celui de l'autrice. Un détail de la toile est donc dans la main de Fragot. Sauras-tu le deviner? Donne-moi un indice, s'il te plaît. C'est un détail que tu aurais souhaité pour Noël. Ya, un chat. Frago a peint le Matou.